m'avez interpellé, Madame la Présidente, et remercier à mon tour. Je souhaiterais vous remercier en vous disant qu'il y a probablement tant de définitions du bonheur qu'il y en a de l'autonomie. Bon, moi je propose cette définition du bonheur. Vous savez, le bonheur le plus doux, on dit que c'est celui que l'on partage. En tout cas, vous avez manifestement l'enthousiasme et le degré de conviction nécessaire pour partager votre bonheur à parler d'autonomie. Ça se voit, ça transpire, au sens propre et au sens figuré, compte tenu de la chaleur ambiante. Vous remercier d'avoir répondu à cette requête qui est, vous l'avez rappelé, un des rôles de l'opposition, de stimulation intellectuelle de nos débats, qui n'est pas née d'une volonté de démonter une conviction, mais au contraire de la démontrer. Nous aurons pour beaucoup d'énormes difficultés à démontrer qu'il y a une corrélation entre, on ne va pas dire le bonheur, mais si on pouvait montrer que l'on rendait les gens plus heureux, ce ne serait pas plus mal. C'est impossible compte tenu du caractère subjectif de ce concept. Mais en tout cas, il y a des indicateurs de bien-être. C'est clair. La commission Stiglitz que vous avez évoquée, du nom d'un prix Nobel d'économie auquel avait fait appel Nicolas Sarkozy, donc c'est pas hier matin, hein, avait porté au grand public, parce que ces travaux, vous le savez très bien, Madame la directrice de thèse, datent de plus de 30 ans maintenant, hein, ça fait 3 décennies qu'on réfléchit sur la façon dont on apprécie aujourd'hui l'indice de développement d'un territoire ou d'un pays. Avant, on se contentait du PIB, puis on se disait, bon, ça tourne quand le PIB est élevé. Aujourd'hui, on introduit des indicateurs qualitatifs. Et c'est ce que vous avez essayé de faire rapidement. Je passe sur le délai de réception de ce dossier qui ne nous permettent pas d'aller au fond, considérant que c'est une première contribution qui mérite d'être poursuivie. Je vais insister sur la part manquante, puisque vous avez listé l'effet stylisé relatif à l'investissement, au capital humain, à l'innovation, au genre, à l'égalité des sexes, à l'inégalité de revenus, à l'amélioration du bien-être environnemental. Pour revenir sur ce que j'aurais complété si j'avais dû, à titre personnel, passer commande au cabinet d'études. Moi, j'avais souhaité, rappelez-vous, en commission et puis en conférence des présidents, qu'on puisse réfléchir à la façon dont certaines régions autonomes traversaient les chocs sismiques, ce que j'avais appelé les chocs sismiques. Chocs sismiques, c'est simple. Ceux-là, ils sont neutres, ils sont sur la table. C'est en gros la crise financière de 2008 et la crise Covid de 2020. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment ces régions dotées d'un statut d'autonomie ont traversé ces chocs sismiques. Est-ce qu'on est plus à l'aise lorsqu'on a des grands chocs mondiaux, lorsqu'on est, non pas sous la tutelle, mais dans un régime centralisé, ou est-ce qu'on est davantage protégé par ces chocs lorsque l'on est dans une région très décentralisée? Voilà un des aspects de la part manquante à ce dossier. Il y a en indice qualitatif aussi, lorsqu'on interroge l'opinion, le climat d'insécurité. Alors chez nous, ça se traduit, Josépha l'avait évoqué tout à l'heure, ça restera probablement sous responsabilité de l'État. Chez nous, c'est le phénomène mafieux qui prospère. Sur le continent, des phénomènes d'insécurité liés à une petite et moyenne délinquance. Comment une région autonome est plus ou moins imprégnée par ces phénomènes d'insécurité? Deuxième chose que j'aurais aimé trouver dans ce rapport. Troisième chose, nous avons discuté en aparté hier, parce que le ministre Darmanin a, là aussi, encore une fois, il faut lire entre les lignes, prudentiel de ses discours, a évoqué la tentation de transférer tout ce qui relève des régimes de sécurité sociale, de retraite. Il y a des risques. Est-ce qu'on pourrait mesurer ces risques? On sait que, par exemple, en Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, ça pose un problème. Lorsqu'on a une région très décentralisée, est-ce qu'on peut considérer que c'est un indice de bien-être que de posséder un régime de sécurité sociale que beaucoup de pays nous envient? J'en viens très rapidement la corrélation démontrée entre l'indice, entre l'IDH, pour être très précis, l'indice de développement humain
et les phénomènes de décentralisation fiscale. Attention, Madame la Présidente, parce que vous allez un peu vite lorsque vous parlez du domaine de la santé. Non, l'IDH ne mesure pas la santé. Il dit que la santé, c'est directement corrélé à l'espérance de vie. Moi, ma demande, elle irait plus loin. C'est l'accès aux soins. J'ajoute l'accès à la culture, l'accès à l'éducation, l'accès au logement, l'accès à l'emploi qui ne figure pas dans le rapport, mais sur la santé, parce que c'est un sujet très anxiogène sur notre territoire. Je voudrais qu'on aille plus loin sur l'accès aux soins, parce que si c'est l'espérance de vie, je lis avec beaucoup de satisfaction qu'un % je cite, de degré d'autonomie fiscale permettrait, et je rends attentif, Monsieur le Président, à cela, 9,7% d'espérance de vie en plus. Comme vous avez dit qu'en 2050, le Président aura 83 ans, au nom de notre groupe, je voudrais spontanément proposer 1% d'autonomie fiscale pour qu'ensemble nous ayons, pour service rendu, vous en tout cas, Monsieur le Président, 9 ans d'espérance de vie en plus. Je pense que cette approche mérite d'être davantage précisée. Ça me paraît assez grossier. 1% de transfert de fiscalité, 9%, bon, quand l'espérance de vie est à peu près de 81 ans de mémoire chez un homme, ça fait 8 ans en plus. Et chez une femme, un peu plus. Ça fait 9 ans. Je pense que ça mérite d'être analysé avec beaucoup plus de précision, étant entendu que l'espérance de vie, ce n'est pas la santé. On ne peut pas résumer la problématique de la santé à uniquement l'espérance de vie. De la même façon, une augmentation d'1%, indique le rapport, permettrait une augmentation moyenne de 18% de l'IDH. L'IDH, ça regroupe, en effet, l'espérance de vie, ça regroupe des années de scolarisation attendues, ça n'intègre pas le décrochage scolaire, parce que les années, vous savez, c'est un peu le serpent qui se mord la queue depuis quelques années. Je crois que c'était Jospin qui souhaitait à l'époque que 80% d'une tranche d'âge atteignent le niveau du baccalauréat. On ne le sait jamais assez parce que les scores du baccalauréat sont très flatteurs. Ce score n'a jamais été atteint. On n'atteint pas 80% d'une tranche d'âge au niveau baccalauréat. Pourquoi? Parce qu'en contrepartie, vous avez les décrochages scolaires. Ça n'apparaît pas non plus dans le rapport. Tout ça pour vous dire que cette littérature très anglo-saxonne, vous l'avez dit, et pour cause, est une étape dans notre réflexion globale. Je pense qu'il faudra, nous pensons qu'il faudrait aller un peu plus loin, notamment dans la façon dont il faudra intégrer l'ensemble de ces chiffres, de ces concepts, à ce que la structure de notre société et sans rentrer dans des débats philosophiques, je crois que c'était Nicolas Diugi dans le Crépuscule des Corses qui rappelait le fonctionnement tribal de la Corse. Et tous ces indicateurs-là, il faut les rentrer à la moulinette de ce que nous sommes et du modèle de société que nous représentons. Voilà, donc ça apporte très certainement de l'eau au moulin de l'autonomie. Ça nous rassure en partie, vous l'avez compris, mais ça mérite d'être poursuivi, notamment dans la perspective des échanges que nous aurons avec le gouvernement, de façon à ce que ce que le Président a appelé les sachants ce matin puisse contraster avec les sachants, que nous ne manquerons pas de nous mettre en face de ces thèses, les ministres successifs qui auront à traiter des divers sujets. D'ailleurs, Monsieur le Président, qu'il serait bon de rappeler pour l'opinion les 8 sujets qu'a pointé le gouvernement, ce serait pour l'opinion, pour nous tous, je crois. Hein. Moi, je les ai notés de façon un peu elliptique, et ce serait bien que l'opinion sache quels sont les ateliers, on va appeler ça comme ça, auxquels nous allons devoir nous atteler dans les semaines et les mois qui viennent. Je vous remercie.